Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Info. Voici le sommaire de ce soir. Malgré la famine et la violence qui touchent certaines régions, les Éthiopiens ont voté ce lundi lors d'élections législatives et régionales. À peine élu et déjà au travail, le nouveau président iranien Ebrahim Raisi espère une issue favorable concernant le nucléaire iranien alors que des négociations sont en cours. Et bien loin des salaires mirobolants des stars du ballon rond qui se disputent l'Euro 2020 au Gabon, il n'est pas facile d'être footballeur professionnel. Pour survivre, certains joueurs n'hésitent pas à occuper d'autres emplois. Élections aujourd'hui en Éthiopie. Les bureaux de vote viennent tout juste de fermer. Des élections sous fond de famine et de guerre ethnique dans certaines régions du pays. Le Premier ministre Abiy Ahmed a pourtant nié tout problème de famine dans la région du Tigré et insiste sur le fait que ces élections sont parmi les plus démocratiques de l'histoire de l'Éthiopie. Marina Daras. Dans les rues d'Addis Abeba, les Éthiopiens font la queue depuis l'aube. C'est la première fois que le Premier ministre au pouvoir, Abiy Ahmed, se confronte aux électeurs. Et depuis son élection en 2018, beaucoup de choses ont changé. Prix Nobel de la paix 2019, il avait fait libérer des milliers de prisonniers et encouragé le retour d'opposants en exil. Lui qui incarnait pourtant le renouveau démocratique, a vu la guerre et la famine paralyser une partie de son pays. L'enjeu principal de ce scrutin sera donc avant tout la paix entre les différentes ethnies du pays. L'Éthiopie vaincra. Les Éthiopiens prospéreront. Notre paix renforcera notre lutte pour la démocratie. Le dialogue public permettra de résoudre les problèmes que nous rencontrons ici et là. Nous ferons en sorte que l'Éthiopie triomphe pacifiquement dans un esprit de fraternité. Les Éthiopiens aussi semblent faire confiance au processus démocratique. Our people has been waiting this day. The past elections. Notre peuple attend ce jour depuis longtemps. La plupart des élections passées étaient antidémocratiques. Donc par rapport aux élections précédentes, en termes d'indépendance institutionnelle, en termes de processus, en termes d'accès aux médias, on peut dire que cette élection est bien mieux que les précédentes. C'est un jour historique pour notre peuple et pour tout notre pays. I can say it's a historic day. It's a historic day for our people and for our country. Comme je viens de la région d'Amara, je veux que notre pays s'unisse et continue pacifiquement en tant que nation unie. J'espère qu'il n'y aura pas de conflit à l'avenir, comme il y en a eu dans le passé. Le Parti de la Prospérité, parti au pouvoir, compte le plus grand nombre de candidats et est le grand favori pour remporter une majorité et former un gouvernement. Mais dans la région de l'Oromia, la plus peuplée du pays et dont est originaire le Premier ministre, les deux principaux partis d'opposition régionaux boycottent le scrutin pour protester contre l'emprisonnement de leurs dirigeants. En tout, c'est quelques 38 millions d'Éthiopiens qui sont inscrits sur les listes électorales, mais le scrutin n'a pas pu avoir lieu dans toutes les circonscriptions du pays, certaines zones étant jugées trop instables pour permettre la sécurité de la population. Certaines pourront voter le 6 septembre prochain, mais aucune date n'a été fixée pour les 38 circonscriptions du Tigré. Dans cette région où le gouvernement mène depuis novembre une opération militaire de grande ampleur, au moins 350 000 personnes sont désormais menacées par la famine, selon l'ONU. La crédibilité du scrutin est donc remise en cause, car après 7 mois de violence, la guerre continue et ternit l'image de son leader, qui se voulait pourtant pacificateur. Première conférence de presse pour le nouveau président iranien Ebrahim Raisi, élu il y a 3 jours avec 62% des voix lors d'un scrutin marqué par une abstention historique. Cet ultra-conservateur proche du guide suprême appelle à des négociations fructueuses sur le dossier nucléaire torpillé en 2018 par l'administration Trump. Le but pour le gouvernement gravement touché par une crise économique, un allègement des sanctions occidentales en échange du renoncement au développement de l'arme nucléaire. Myriam Lawari. Sauver l'accord de Vienne, c'est l'une des premières missions du nouveau président Ebrahim Raisi. Une tâche essentielle pour rebooster une économie minée par les sanctions imposées par les États-Unis. Des négociations sont en cours et visent à un retour de Téhéran, mais aussi de Washington, dans l'accord international sur le nucléaire iranien après le retrait de l'administration Trump en 2018.
Dans le passé, l'ancien président américain a accusé l'Iran de vouloir obtenir l'arme atomique, ce que la République islamique a toujours démenti. Conséquence, retrait des États-Unis du pacte conclu en 2015 et rétablissement des sanctions contre l'Iran. Aujourd'hui, avec l'administration Biden, peut-être une nouvelle lueur d'espoir. Un allègement des sanctions en échange de la non-détention de l'arme atomique et d'une réduction drastique du programme nucléaire iranien. Toute négociation qui garantit les intérêts nationaux sera soutenue. Mais nous ne sacrifierons pas les moyens de subsistance de notre peuple et nous ne permettrons pas que les négociations soient juste là pour le plaisir de négocier. Même s'il est hors de question de rencontrer Joe Biden pour le moment, obtenir la levée des sanctions des États-Unis sans que les négociations traînent en longueur, c'est le but d'Ebrahim Raïssi. Une ligne en accord avec l'ayatollah Ali Khamenei, le vrai maître du pays. Très proche du guide suprême qui détient l'essentiel du pouvoir, le nouveau président a fait ses classes pendant plus de 3 décennies dans le système judiciaire iranien. L'ancien chef de l'autorité judiciaire a promis de continuer à éradiquer la corruption et affirme avoir toujours été un ardent défenseur des droits de l'homme. Tout ce que j'ai fait au cours de mes années de service a toujours été orienté vers la défense des droits humains. Mais ce n'est pas l'avis de l'opposition en exil qui voit dans cet ultra-conservateur, alors procureur adjoint au moment des faits, un rôle dans les exécutions massives de prisonniers de gauche en 1988. Un rôle que le principal intéressé a toujours nié. Selon Amnesty International, le nouveau président, qui figure dans la liste noire des responsables iraniens, sanctionné par Washington, devrait faire l'objet d'une enquête pour crimes contre l'humanité. Personnalité controversée, Ebrahim Raïssi, qui doit prendre ses fonctions au mois d'août, ne sera pas le numéro 1 iranien, à la star de l'ayatollah. Mais plusieurs médias du pays voient en lui un possible successeur du guide suprême. En bref et en images, au Mali, des militaires français et des civils maliens ont été blessés par l'explosion d'un véhicule suicide. Selon l'état-major français, l'attaque qui visait les soldats de la force anti-djihadiste française au Sahel, Barkhane, s'est produite aux environs de la ville de Gossi, au centre du pays. Aucun bilan officiel n'a été communiqué. Ouverture du procès des émeutes qui ont suivi la mort d'Adama Traoré peu avant son arrestation par les gendarmes. 4 hommes, dont Bagui Traoré, le frère d'Adama, sont jugés pour tentative de meurtre en bande organisée lors d'affrontements avec la police. Au lendemain du drame, sa sœur Assa Traoré, devenue une célèbre militante antiraciste, doit témoigner mardi. Et fin du rêve pour les chercheurs de diamants en Afrique du Sud. Des analyses préliminaires présentées ce dimanche ont indiqué que les pierres récoltées étaient en fait du quartz. Suite à la diffusion de photos sur les réseaux sociaux de pierres ressemblant à des diamants, des milliers de personnes avaient afflué sur les collines d'un petit village du KwaZulu-Natal la semaine dernière. Jusqu'à 10 000 spectateurs japonais pourront assister aux compétitions des Jeux Olympiques de Tokyo. Dans les différentes enceintes sportives, le taux d'occupation des stades ne devrait pas toutefois dépasser les 50%. Mais alors que les spectateurs étrangers sont interdits, cette décision va à l'encontre de l'avis des professionnels de la santé et de la population. Écoutez. C'est un événement mondial, donc s'il doit avoir lieu, il est un peu discutable de ne pas avoir de spectateurs. S'il doit avoir lieu, les spectateurs devraient être autorisés. Les spectateurs viendront de divers endroits et entreront sur le site, ce qui entraînera peut-être un afflux de personnes et des foyers d'infection. C'est donc une préoccupation si cela se produit. Cependant, il semble que des sports comme le baseball se déroulent comme d'habitude. Donc je pense que 10 000 spectateurs, c'est raisonnable. En toute honnêteté, dans cette pandémie de Covid, j'ai peur des foyers d'infection, des rassemblements. Personnellement, je pense que le nombre de spectateurs n'a pas d'importance. Je pense qu'il est préférable de n'en avoir aucun.
Et c'est la page des sports avec au programme aujourd'hui du football bien sûr. L'Euro 2020 continue et on devrait connaître dès ce soir le classement final des deux nouvelles poules. L'Autriche et l'Ukraine se disputent la seconde place de la poule C. Dans le même groupe, la Macédoine du Nord a été la première équipe à être éliminée de la compétition après avoir perdu ses deux premiers matchs. Mais elle joue en ce moment contre les leaders du groupe, les Pays-Bas. Ce soir, à 21h GMT, ce sera le Danemark qui recevra la Russie pour tenter d'atteindre les huitièmes de finale. Et la Finlande affrontera la Belgique, déjà qualifiée. Et week-end historique pour la Tunisienne Ons Jabeur. Elle est devenue la première femme tunisienne et arabe à remporter un premier titre sur le circuit WTA en battant la Russe Daria Kasatkina 7-5, 6-4 pour remporter le tournoi de Birmingham. Elle dit vouloir inspirer la prochaine génération de femmes. Écoutez. Je suis si fière de représenter les femmes arabes et tunisiennes. Mon objectif est d'en inspirer beaucoup plus et je veux voir plus de femmes en tournée avec moi. Vous savez, c'est très difficile de venir de Tunisie. Nous avons des joueuses talentueuses, mais elles ne savent pas toujours comment devenir professionnelles. Donc mon but maintenant est de leur montrer le chemin et j'espère pouvoir continuer à le faire. Et toujours dans le monde du sport, mais au Gabon cette fois-ci. Dans ce pays d'Afrique centrale riche en pétrole, les joueurs de football du championnat gabonais peinent à joindre les deux bouts. Le manque de financement et de sponsoring ainsi que les retards de paiement des subventions de l'État avaient déjà précarisé les joueurs professionnels. Mais l'arrivée du coronavirus et l'arrêt abrupt du championnat en a poussé plus d'un à troquer le ballon rond pour une vie plus stable. Salaire non versé, contrat suspendu et championnat annulé. Au Gabon, les joueurs de football professionnels sont en crise. Et leur situation, déjà précaire faute de financement, ne fait qu'empirer. Ça fait 13 mois que nous sommes sans compétition, nous sommes à l'arrêt. Quand on vient jouer le samedi ou le dimanche, c'est pas le même niveau, c'est pas la même intensité, donc c'est vraiment difficile. Donc il faut bien qu'on entretienne le corps parce que un joueur pense toujours à demain. D'après le syndicat de l'association des footballeurs professionnels du Gabon, les joueurs comme lui étaient payés en moyenne 2 mois sur 12, soit environ 100 000 francs CFA. Mais depuis mars 2020, le coronavirus a mis un frein à toutes les compétitions sportives et porté le coup de grâce aux joueurs qui aujourd'hui ne perçoivent plus aucun revenu. Des associations sportives ont donc mis en place une boutique solidaire et distribuent chaque mois un panier alimentaire. Chico est venu récupérer le sien, du riz, des conserves, de l'huile pour tenir jusqu'au prochain petit boulot qu'il trouvera. Mais si Chico continue de croire en ses rêves, Gamamba, lui, s'est vu forcé de raccrocher les crampons. Aujourd'hui peintre en bâtiment à Libreville, il fait un triste constat sur sa situation et celle de ses anciens coéquipiers. La situation que traversent mes collègues m'attriste énormément. Des gars qu'on manque aujourd'hui du respect, qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à se vêtir. Quel est ce sentiment que je peux avoir si ce n'est un sentiment de regret? J'ai peur pour leur avenir parce qu'ils n'ont que le football. Pourtant, dans ce pays, le football fait rêver. L'équipe nationale, emmenée par la star d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, est qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais pour les joueurs professionnels gabonais, la réalité est tout autre. J'ai des charges. J'ai mes projets et je me rends compte que le football ne peut rien m'apporter. Au Gabon, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas rêver. Mes rêves, c'est pour autre chose, plus pour le football. Voilà, donc là, je suis passé à autre chose. Pour le moment, si seulement j'ai une autre possibilité de partir de ce pays et aller jouer ailleurs, moi j'irai. Les associations sportives demandent au gouvernement et à la fédération la reprise de la compétition, ou du moins un accompagnement financier pour les quelques 700 joueurs professionnels qui, comme Chico, sont au bord du gouffre. Allez, un peu de détente pour finir ce journal, car aujourd'hui, c'est la journée mondiale du yoga.
Partout à travers la planète, les adeptes de cette discipline se sont rassemblés afin de la promouvoir, comme à New York, au Times Square, où les habitants se sont vus proposer cette séance de yoga gratuite tout au long de la journée. Armés de leurs tapis, les aficionados se sont posés sur la célèbre place new-yorkaise. En raison de la Covid-19, la capacité des classes a été réduite. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, notamment sur Canal 2 au Cameroun, où que vous soyez. Bonne soirée à tous et à demain.